Voilà, je propose qu'on commence ce webinaire. Bienvenue tout d'abord à l'occasion de cette séance sur l'allergie au pollen qui a lieu dans le cadre de notre campagne d'information autour de la Journée nationale de l'allergie. Cette année, c'était le 19 mars 2024. Je m'appelle Marie-Hélène Corageau, je suis responsable de projet et conseil chez AHA, Centre d'allergie suisse. Et puis, c'est moi qui vais modérer ce webinaire aujourd'hui. J'aimerais commencer d'abord par remercier d'une part les sponsors qui rendent possible la diffusion de ce webinaire gratuitement et puis d'autre part le docteur Lionel Arletta qui est avec nous et puis qui va d'ici quelques minutes nous dire tout sur l'allergie au pollen. Lionel, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à ce webinaire. Je m'appelle Lionel Arletta et puis je suis immunologue et allergologue avec une formation aussi de médecine interne et je travaille actuellement dans l'hôpital du Valais, à l'Institut central, comme responsable du service d'immunologie et d'allergologie et de la partie laboratoire aussi des analyses médicales pour le domaine. Merci beaucoup. On se réjouit d'entendre tout ce que tu vas nous dire sur le sujet. Et avant de commencer, encore quelques détails techniques. Voilà. D'abord, vous avez peut-être déjà remarqué que vos caméras et vos micros ont été désactivés pour vous, c'est normal. Comme ça, on évite les interruptions involontaires et puis les situations un peu difficiles. Et puis, par contre, le chat est ouvert et vous pouvez poser vos questions directement par ce biais-là. Et puis, on y répondra, le docteur Arletta y répondra à la fin de sa présentation. Donc, n'hésitez pas en courant de webinaire à inscrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent et puis on les reprendra à la fin pour que vous puissiez obtenir les réponses souhaitées. Voilà. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, encore quelques mots sur le Centre d'allergie suisse, AHA. Nous sommes donc une fondation et puis on essaye de soutenir au mieux les personnes en Suisse qui souffrent d'allergie, d'asthme, d'eczéma ou d'intolérance alimentaire dans le but de leur permettre de garder ou de retrouver une qualité de vie qui soit optimale. On fait ça par différents moyens, on a différentes offres qu'on met à disposition, une infoline qu'on propose par téléphone ou par email, donc où vous pouvez poser vos questions sur le sujet des allergies le matin en principe entre 8h30 et 12h30. On y répond directement et personnellement. On a des cours et des conseils pour les personnes concernées et pour les proches aussi. On propose des camps de vacances pour les enfants et les adolescentes qui sont concernés par des allergies et des intolérances. Et puis, on a toutes sortes de supports d'information qu'on met à disposition, des brochures, des guides. On a un site internet et une app aussi, par exemple, au niveau du pollen. Ce sont des activités principales qu'on propose. Et puis maintenant, sans plus de délai, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je te donne la parole, Lionel, pour ta présentation. Merci beaucoup. Donc je dois partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran, C'est tout bon. Marie-Hélène? C'est très bien. Alors, encore une fois, merci. Et effectivement, AA fait un énorme travail pour le soutien des personnes allergiques, des enfants jusqu'aux adultes, pour tous les problèmes d'allergie alimentaire, d'eczéma. Enfin, on sent une grande aide de la part de cette fondation et merci encore pour votre travail. Cette présentation a été préparée par AA. J'ai juste fait quelques modifications et puis je vais essayer un petit peu de vous proposer un petit survol en fait de l'allergie au pollen. C'est pas une présentation exhaustive, mais enfin l'idée c'est un petit peu de comprendre qu'est-ce que c'est que ces allergies au pollen, quels sont les impacts cliniques de ces allergies. Et puis on va parler aussi un petit peu des allergies croisées, puisque l'allergie au pollen étant fréquente, les allergies croisées fruits pollen sont aussi fréquentes, et un petit peu de comment on peut prendre en charge ce type d'allergie. Je vous dis que c'est fréquent, effectivement, 20% de la population suisse souffre d'une allergie au pollen. Ça fait beaucoup de personnes, même si dans la grande majorité des cas, les allergies au pollen ne sont pas les plus sévères des allergies, ça a quand même un impact important sur la population, étant donné le nombre de personnes qui en souffrent et qui en subissent les conséquences.
parmi ces 20 de la population, à peu près 30 n'ont pas qu'une rhinite allergique, un rhume des foins, mais ils développent aussi de l'asthme allergique en lien direct avec cette allergie au pollen qui, complique aussi un petit peu, les symptômes et la prise en charge. Quelle plante, nous cause, tous ces problèmes? En fait, pas toutes les plantes qui nous entourent sont capables d'induire des allergies. Il y a quelques plantes qui principalement sont responsables de la majorité des symptômes. Ces plantes, elles doivent enfin les pollens qui sont impliqués dans ces allergies ont des caractéristiques particulières. En fait, cela concerne les plantes anémophiles qui utilisent l'air pour propager leur pollen. Donc ce sont des pollens en général et ça fait partie des conditions pour que ces plantes puissent, propager leur pollen dans la nature. Ce sont des pollens extrêmement légers qui sont, soufflés par le vent et qui se promènent comme ça dans notre atmosphère. Si on habite en Suisse, on n'a pas les mêmes pollens que si on habite au sud de l'Italie et puis les allergies et les conséquences, de ces allergies, les périodes qui sont impliquées, durant lesquelles on est malade ne sont pas les mêmes, selon les pollens en fait qui nous entourent, et ça paraît logique et même chez nous, plusieurs types de plantes sont responsables de ces différents, symptômes, et ces périodes de symptômes s'étalent un peu sur toute l'année au gré des périodes de pollinisation des différents plantes qui sont impliquées. Alors actuellement, maintenant, on est en pleine période de pollinisation des arbres. En fait, on termine la période de pollinisation du noisetier et de l'aulne et on commence actuellement la période de pollinisation du frêne et du bouleau. Cette nuit, par exemple, il y a eu de forts taux de pollen de frêne mesurés à Lausanne par les systèmes de mesure dont va parler tout à l'heure Marianne. Les différents pollens qui nous produisent des allergies sont les pollens des arbres qui sont maintenant présents, mais plus encore les pollens des graminées qui seront présents un peu plus tard dans la saison, à partir du fin avril, début mai, et qui se prolongent en fait jusqu'en juillet, août, voire un peu plus tard, parce qu'il peut avoir des regains. Et puis il y a aussi le fait que ces pollens, comme ils sont légers, comme ils sont transportés par le vent, ils peuvent aussi être transportés de la montagne à la plaine et de la plaine à la montagne au gré des courants. D'autres pollens sont aussi impliqués, comme les pollens des herbacées, l'armoise, l'ambroisie par exemple. Euh, Tous les pollens ne peuvent pas induire de la même manière des allergies. Il y a d'une part le fait qu'ils doivent se transporter au loin et ça implique comme ça plus d'exposition à ces différents pollens, mais aussi des caractéristiques intrinsèques à ces pollens qui font que certains pollens sont finalement assez peu responsables d'allergies, tandis que d'autres euh, peuvent être reconnus par le système immunitaire beaucoup plus facilement. Ça nous amène en fait à la question, mais qu'est-ce qu'une allergie? Et une allergie, c'est par définition une réaction excessive du système immunitaire contre des substances qui sont inoffensives et qui sont présentes dans l'environnement. Un pollen, c'est pas quelque chose d'agressif pour notre corps et le corps en fait réagit de manière excessive en créant et en induisant une réaction anormale. Par opposition aux intolérances, là on parle plutôt au niveau alimentaire, on peut avoir comme on a des allergies au pollen, des allergies alimentaires, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Le système immunitaire est impliqué. Dans le groupe des intolérances alimentaires, le système immunitaire n'est pas impliqué, c'est plutôt l'aliment lui-même qui induit des symptômes parce qu'il est mal digéré, par exemple. Comment se développe une allergie? Il y a en principe une première phase qui est une phase de sensibilisation. Le système immunitaire reconnaît ce pollen comme quelque chose d'anormal. C'est une sorte un peu d'erreur de réponse du système immunitaire qui développe des anticorps, les IgE, qui sont tout à fait spécifiques pour cet allergène qu'on appelle comme par exemple un pollen. Et lors du prochain contact avec le pollen, le système immunitaire s'active et induit en fait une réponse anormale. Ces IgE sont en fait des récepteurs qui reconnaissent le pollen et qui vont ensuite activer la cellule. En principe, ce sont des mastocytes qui vont libérer de l'histamine et une bonne partie des symptômes de l'allergie qui sont induites par les pollens dépendent de cette libération d'histamine. Les symptômes, justement,
les symptômes sont secondaires à cette inflammation qui est induite par l'histamine dans les tissus qui sont en contact avec les pollens, puisqu'on parle de rhume des foins. Alors évidemment, les premiers tissus qui sont en contact, c'est nos muqueuses respiratoires. La peau est une barrière suffisamment solide pour que les pollens qui se déposent sur la peau n'induisent pas de symptômes. Par contre, la muqueuse contient des anticorps qui sont capables de reconnaître ces pollens et puis du coup d'activer ces cellules et d'induire des symptômes avec cette libération d'histamine au niveau local, au niveau de la muqueuse. Donc cette histamine, elle induit au niveau du nez, par exemple, une irritation, une inflammation, et le nez réagit par une sécrétion de liquide, donc avec un écoulement nasal qui est en principe clair. L'irritation des petits nerfs qui sont dans la muqueuse nasale, toujours en raison de la libération d'histamine, induisent ces éternuements. Et puis, au niveau des yeux, c'est la même chose. En fait, l'histamine libérée par le contact des pollens induit une rougeur et des démangeaisons. Et en raison de cette inflammation qui s'installe, on peut avoir des symptômes un peu plus importants, comme par exemple des sinusites qui sont secondaires à cette augmentation de l'épaisseur de la muqueuse, cette inflammation muqueuse chronique qui fait que les sinus ne peuvent pas être bien drainés et on arrive dans des symptômes qui dépassent juste l'écoulement nasal et les éternuements. Il y a aussi de l'asthme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui découle du même phénomène. En fait, les pollens qu'on respire, ils vont pas seulement induire une inflammation au niveau de la muqueuse nasale, mais aussi au niveau de la muqueuse respiratoire, qui est la même muqueuse au fond. Donc tous ces symptômes, en fait, ont un impact global sur la population qui est, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces symptômes ne sont pas forcément sévères, mais globalement, ça induit des coûts énormes parce qu'il y a une mauvaise qualité du sommeil, parce qu'il y a des troubles de l'attention, des troubles de concentration, parce qu'il y a des limitations professionnelles, des limitations liées aux activités sportives, en fait, toute une souffrance qui est inutile et qui est induite par cette allergie. Je vais parler 2 mots de l'allergie alimentaire secondaire à l'allergie au pollen. On parle là d'allergie croisée. On en parle parce que c'est fréquent puisque l'allergie au pollen est fréquente. Qu'est-ce que c'est que cette allergie croisée? C'est une forme d'allergie alimentaire qui dépend de la sensibilisation au pollen. Environ 50 des personnes qui sont allergiques au pollen d'arbres, on parle ici principalement du bouleau, il y a des allergies croisées avec d'autres pollens, mais nous sommes très touchés par l'allergie au bouleau. On a beaucoup de pollen de bouleau chez nous et donc cette forme d'allergie croisée est très importante chez nous. Cette allergie croisée induit en fait des picotements du palais, des brûlures, de la bouche et parfois un gonflement de la langue et des lèvres en consommant certains fruits. Et ceci dépend du fait qu'on est allergique au pollen de bouleau. L'explication est la suivante. Vous avez ici 2 exemples de grains de pollen. En haut, un grain de fléole, c'est une graminée, et en bas, un grain de pollen de bouleau. Ces grains sont très limite visibles en fait à l'œil nu, 26 microns, mais en fait, ce sont des organismes vivants qui contiennent plein de différentes protéines, qui sont pour certaines spécifiques à un pollen particulier, puis pour d'autres, comme vous voyez ici, calcium binding, prophyline, qui sont présents dans différents pollens. Une forme de protéine qui nous intéresse dans ce contexte, c'est les protéines PR10. En fait, ces protéines PR10 sont les protéines qu'on appelle allergènes majeurs du bouleau. Plus de 95% des patients qui sont allergiques au pollen de bouleau, en fait, leur système immunitaire reconnaît cette protéine-là. Et c'est via la reconnaissance de cette protéine-là que, les symptômes sont induits lorsque le pollen est remis en contact en fait, avec la muqueuse nasale. Et il se passe que, en fait, les fruits, ici il y a des exemples de pommes et de poires, mais de nombreux fruits et parfois légumes, la carotte par exemple, mais aussi la pomme, la pêche, l'abricot, la nectarine, la noisette, de nombreux fruits contiennent aussi des analogues de cette protéine PR10 et sont reconnus par le système immunitaire. La chance, si on veut, qu'on a dans cette forme d'allergie croisée, c'est que cette protéine, elle est très fragile. Et ça signifie que lorsque elle est en contact avec la salive, je veux dire, lorsqu'elle est en contact avec l'acidité du tube digestif, lorsque les aliments sont cuits, la protéine est immédiatement dégradée, si bien que la réaction immunitaire s'arrête parce que en fait, l'allergène disparaît.
Et ça induit que cette forme d'allergie alimentaire qu'on appelle syndrome d'allergie orale croisée est une forme en général peu sévère et qui touche la muqueuse buccale sans faire de réaction systémique, sans faire de réaction généralisée parce que l'allergène est détruit rapidement au contact du corps. Comment peut-on diagnostiquer une allergie au pollen? Ici, il y a un petit film que je vous laisse regarder. Vous pensez être allergique à quelque chose? Vous apprendrez ici comment se déroule l'identification d'une allergie chez le ou la médecin ou l'allergologue et quels sont les tests possibles. Vous discutez avec votre médecin ou allergologue de vos symptômes et également où et quand ces derniers se présentent, c'est l'anamnèse. Si une allergie est identifiée comme une cause possible de vos symptômes, un test cutané peut ensuite être réalisé. Différentes solutions contenant des allergènes sont déposées à l'aide d'une aiguille sur votre avant-bras. Au bout de 15 minutes, si un léger gonflement se produit au niveau de votre bras et ressemble à une petite piqûre de moustique, alors le résultat est positif. Il existe également un test sanguin. Votre sang est analysé en laboratoire de manière ciblée pour déterminer la présence d'anticorps appelés IgE contre certains allergènes. Si le résultat du test est positif et correspond à vos symptômes, le diagnostic d'allergie peut être posé. Bon à savoir, si le résultat du test est positif, mais que vous n'avez aucun symptôme d'allergie, il ne s'agit alors pas encore d'une allergie. Cela signifie que vous êtes sensibilisé à un allergène et que vous pourriez réagir de manière allergique lors d'un prochain contact. Si, après le test cutané ainsi que le test sanguin, il n'est toujours pas tout à fait clair si vous êtes allergique, le médecin ou l'allergologue peut effectuer un test de provocation. Lors d'un test de provocation, l'allergène vous est administré sous surveillance médicale. Vous recevez par exemple des gouttes contenant des allergènes d'acariens directement dans le nez ou ingérez une très petite quantité d'allergènes. Si des troubles apparaissent, alors le test est positif. Afin de diagnostiquer une allergie de contact, le ou la médecin fixe un sparadrap sur votre dos et évalue la réaction. En langage médical, on appelle cela un test épicutané. Vous porterez ainsi un sparadrap avec différents compartiments pour 1 ou 2 jours. Dans chaque compartiment se trouve un allergène différent. Vous savez à présent si vous êtes allergique et à quel allergène. Sur cette base, vous pouvez parler du traitement avec votre médecin ou allergologue. Au-delà des médicaments, il est important de connaître les mesures afin de réduire au minimum le contact avec les allergènes. Posez-nous vos questions. Nous vous conseillons avec plaisir via notre AHA Infoline. Voilà, donc on continue sans la musique. Effectivement, cette description explique comment on doit faire un bilan et un diagnostic d'allergie. Tout ne concernait pas que l'allergie au pollen, parce que les tests de provocation et les patch tests concernent surtout des allergies, par exemple, médicamenteuses. En ce qui concerne les pollens, l'anamnèse, c'est vraiment le point le plus important, parce que c'est en discutant et en essayant de comprendre quand surviennent les symptômes, quelle période de l'année, quel type de symptômes, on arrive déjà à faire plus de 90% du travail. Ensuite, les tests cutanés sont des tests qui, en fait, servent à prouver, sans faire d'analyse de laboratoire, la présence d'IgE, ces allergènes, ces anticorps de l'allergie, puisque si on pose sur la peau un peu de pollen de frêne et qu'on prique, on fait une petite égratignure sur la peau, et ben, si les anticorps sont présents, les mastocytes qui sont juste sous la peau vont s'activer et puis libérer l'histamine et faire justement une petite rougeur, un petit gonflement. C'est donc juste la preuve de la présence d'IgE. Quand c'est pas clair, quand on n'arrive pas suffisamment disons, avancer dans la diagnostic, on peut aussi compléter avec des tests de laboratoire qui nous aident beaucoup aussi à clarifier, par exemple, dans les gravités, les critères de gravité de certaines allergies alimentaires, par exemple. Que faire en cas d'allergie au pollen? Une fois qu'on sait qu'on est allergique au pollen, on peut proposer des moyens pour essayer de diminuer ces symptômes. Alors, il y a 3 piliers
de la prise en charge. D'abord, essayer d'éviter le contact. Alors ça, c'est clair que, disons, c'est le plus efficace. Si on arrive à éviter le contact avec l'allergène, eh ben, on n'a pas d'allergie. Mais en ce qui concerne les pollens, c'est extrêmement difficile puisque ce sont des petites particules qui sont partout et qui s'immiscent partout dans l'air qu'on respire. Traiter les symptômes, c'est le deuxième pilier. On va voir comment on peut le faire. Et traiter la cause, c'est le troisième pilier, c'est-à-dire essayer de modifier notre système immunitaire pour que les pollens, quand on les rencontre, quand le système immunitaire les rencontre, ils ne réagissent plus avec une telle virulence. Comment éviter le contact avec les pollens? Je l'ai dit, c'est vraiment pas évident. C'est clair que dans une maison, porte fermée, fenêtre fermée, on est moins exposé à une grande vague de pollen qui sévit à l'extérieur. Néanmoins, on est quand même obligé d'aérer et on ne peut pas éviter totalement que des pollens rentrent. Ensuite, la période de pollinisation varie d'un moment à l'autre dans la journée. Évidemment, quand il y a du vent, c'est le pire. Donc, bon, essayer d'aérer par période courte durant la journée, c'est une possibilité. Les phases de pluie, en général, sont un peu moins propices à des allergies, quoiqu'au début de la phase de pluie, il peut y avoir une sorte de crise d'allergie en lien avec la libération de pollen liée à l'humidité. On essaye de pas trop rester en contact avec les vêtements qui ont été portés à l'extérieur. Néanmoins, se rincer les cheveux et poser les vêtements en dehors de la chambre, je suis pas sûr que ça change énormément à l'exposition au pollen. Enfin, c'est tout des méthodes qu'on peut essayer de faire d'appliquer pour réduire l'exposition au pollen. Traiter les symptômes, en général, c'est difficile d'éviter la survenue des symptômes si on est allergique et si la période de pollen bat son plein. D'un point de vue médical, il y a 2 groupes de traitements qui ont un effet prouvé et très efficace contre ces symptômes. Le premier, le plus simple, ce sont les antihistaminiques, qui sont des comprimés ou des sprays qui peuvent être mis dans le nez ou des gouttes qui peuvent être mis dans les yeux. Les antihistaminiques vont bloquer le récepteur à l'histamine, donc ça ne change pas la cause. L'histamine est quand même libérée à cause de la survenue et la présence de pollen, mais l'effet de l'histamine est diminué sur le corps puisque ce médicament vient bloquer ce récepteur. Ce sont des médicaments utilisés de longue date qui sont grandement inoffensifs avec très peu d'effets secondaires si ce n'est un peu de fatigue, quoique les derniers antihistaminiques disponibles fatiguent très peu. Ils peuvent être pris par les femmes enceintes, ils peuvent durant l'allaitement, enfin c'est vraiment des médicaments qui sont assez peu problématiques. Quant aux corticostéroïdes utilisés localement, c'est important de préciser qu'ils doivent être utilisés localement parce qu'on ne propose pas des injections de cortisone pour les allergies. Ça a probablement trop d'effets secondaires par rapport à l'effet positif escompté, mais par contre, les corticostéroïdes qui sont utilisés localement dans la muqueuse nasale ou dans les voies respiratoires en cas d'asthme sont essentiels au traitement de l'asthme en particulier et de la rhinite allergique. Et puis, ils ont assez peu d'effets secondaires parce que ce sont des corticoïdes spécifiques qui vont être dégradés par le foie pour la partie qui passe dans le sang et puis qui ont un effet local important. Donc, comme effet secondaire, on a par exemple un dessèchement de la muqueuse, mais pas d'effet général lié aux stéroïdes. Puis la troisième chose, c'est la désensibilisation. La désensibilisation, on appelle ça immunothérapie spécifique pour les pollens. En fait, ce n'est rien d'autre que de présenter au système immunitaire des quantités importantes des pollens et de manière régulière. Donc il y a globalement 2 manières de le faire, soit par des injections qui doivent être faites de manière sous-cutanée au niveau du bras 1 fois par semaine pendant 3 mois. Donc ce sont des traitements longs qui sont pas vraiment faciles à suivre, il faut vraiment le vouloir et puis il faut avoir une indication bien posée évidemment. Et puis ensuite, durant 3 ans, on fait une injection par mois ou il y a des formes sublinguales, c'est des comprimés de pollen qui sont mis sous la langue. Et donc là, on est exposé régulièrement à des grandes quantités de pollen et le système immunitaire, en fait, développe d'autres anticorps qui viennent un peu neutraliser cette allergie et les symptômes de l'allergie diminuent grandement. Ça permet d'éviter le développement de l'asthme, de modifier ou de calmer l'asthme s'il y en a. Ça permet aussi d'éviter le développement d'autres allergies. Donc finalement, tous ces traitements améliorent la qualité de vie et c'est ce qu'on désire avec la prise en charge de ces allergies. Voilà, j'arrive à la fin. Pour conclure, les allergies respiratoires, qu'elles soient nasales ou
pulmonaires doivent être prises au sérieux, surtout quand il y a de l'asthme associé. On doit traiter l'asthme qui est associé au rhume des foins. Et puis, des mesures ciblées, un traitement adéquat sont d'une grande importance pour la qualité de vie pour la personne et aussi pour éviter que l'allergie s'aggrave avec le temps. J'ai terminé. Marie-Hélène, je te laisse reprendre la parole. Oui, volontiers. Merci beaucoup, Lionel. Oui. Alors, je vais repartager l'écran. Il faut que je le retrouve. Ici. Hop. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Tu vois mon écran? Oui. Parfait. Fantastique. Merci beaucoup, tout d'abord. Et puis, comme tu l'avais annoncé au départ, on va continuer avant la session de questions et réponses par une toute petite présentation de l'app ou des moyens qu'on a de s'informer sur le vol des pollens. Parce que voilà, une des méthodes, comme on l'a entendu, c'est pour se prévenir ou pour limiter l'impact d'une allergie au pollen, c'est d'essayer d'éviter autant que possible le pollen. Mais voilà, évidemment, le pollen, il est partout, on a entendu, il est transporté par les courants, par le vent, etc. C'est relativement difficile d'éviter d'être exposé, mais il y a quand même quelques moyens qui peuvent permettre de faire au mieux. Et un de ces moyens, c'est l'app. D'abord, le site internet pollenetallergie.ch et puis l'app correspondante. Et là, il y a des informations qui sont mises à disposition, qui sont tout d'abord fournies par des mesures de Météo Suisse. Météo Suisse qui gère le réseau de mesures nationales du pollen. Et il y a 14 stations de mesure qui sont réparties dans toutes les régions de Suisse. Et puis, ces informations, elles sont mises à disposition pour 7 sortes de pollen différents en temps réel. Ça veut dire qu'on peut se rendre d'abord sur le site internet et puis ensuite sur l'app et savoir actuellement, maintenant, aujourd'hui, quelle est la concentration de pollen, par exemple, de frêne dans l'air à l'endroit où je me trouve. Ça, c'est quelque chose qui peut être très utile quand on prévoit ou pour prévoir, par exemple, sa journée du lendemain. Si on sait que les concentrations de pollen auxquelles on réagit sont extrêmement élevées, on peut peut-être éviter d'aller faire une promenade trop longue ou de faire un jogging et puis choisir plutôt une activité intérieure, d'aller, par exemple, nager ou quelque chose comme ça. On trouve également sur le site des informations autour de l'allergie au pollen et puis des prévisions. Donc là, c'est plus des données en temps réel, mais c'est qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a une newsletter qui est également mise à disposition pendant la saison pollinique et qui sort tous les mercredis où il y a des informations sur les pollens actuels, sur les pollens à venir et des trucs et astuces aussi autour de l'allergie au pollen. Et puis l'app qui met les mêmes informations à disposition, mais sous forme personnalisable. Il y a un pollen push qu'on appelle, que l'on peut personnaliser en choisissant le pollen qui nous intéresse et puis la région. Et puis à ce moment-là, on reçoit des informations push dès que le type de pollen sélectionné augmente. C'est-à-dire si aujourd'hui les concentrations de pollen de bouleau, disons, sont encore faibles et puis que celles du jour d'après sont plus élevées ou sont prévues plus élevées, on recevra une notification indiquant attention, la concentration de pollen va augmenter demain. Et ça permet de se préparer aussi à ce type d'exposition. Et puis, on a une news push où là, c'est de manière un peu plus générale des informations qui peuvent être au sujet d'offres actuelles qu'on propose, qui peuvent être aussi des trucs astuces autour de l'allergie, toutes sortes de choses liées à l'allergie au pollen, et puis qui sont envoyées si on a choisi de configurer cette notification toutes les 1 à 2 semaines environ, en fonction des actualités disponibles. Voilà. Je propose à présent que vous partagez vos questions. S'il y a des questions qui sont survenues, qui sont ouvertes, profitez de la présence du docteur Arletta qui est là pour vous répondre. Si j'arrive. Voilà. Et puis,
pour les questions éventuellement plus tardives ou si vous cherchez des informations un petit peu plus détaillées, il y a possibilité aussi de commander ou de télécharger la brochure qu'on met à disposition sur l'allergie au pollen ou de nous contacter directement par téléphone à l'infoline ou par mail où on répond volontiers aux questions un petit peu plus individuelles sur vos problèmes liés à l'allergie au pollen ou d'autres types d'allergies. Je vais ouvrir le chat. Je crois qu'on a déjà des questions dedans, si je le retrouve. Voilà. Et effectivement, on a une première question, quand même plusieurs. Très bien. Alors, je vais commencer au début et c'est une question sur l'immunothérapie. Et la question est la suivante, est-ce que l'immunothérapie est efficace contre les allergies croisées, d'une part, et puis est-ce qu'on doit s'attendre à des effets secondaires lors d'un traitement de ce type? Alors l'immunothérapie, elle est pas, disons, l'indication à débuter une immunothérapie n'est pas la présence d'allergies croisées, d'allergies aux fruits. Donc l'indication, c'est vraiment rhume des foins, asthme. Et l'effet sur les allergies croisées, bizarrement, je dirais, est pas tout à fait prévisible. C'est-à-dire que une partie des patients vont voir leur allergie croisée s'améliorer, une partie vont possiblement voir ces allergies croisées s'aggraver pendant au moins la période de désensibilisation. Donc en fait, ce n'est pas vraiment disons, c'est pas une indication si on a que très peu de rhume des foins, ce qui est tout à fait possible. On peut avoir assez peu d'allergies ressenties au niveau respiratoire, mais beaucoup de symptômes liés aux allergies croisées avec la consommation de fruits. Donc là, peut-être, ça vaut la peine pour ces allergies croisées, si c'est ça le principal problème, de discuter avec votre médecin, votre allergologue, parce qu'il y a des moyens de faire on va dire ça plutôt des inductions de tolérance avec ces fruits. C'est pas vraiment des désensibilisations, mais on mange régulièrement certains de ces fruits. Avant de faire ça, il faut être certain que c'est bien une allergie croisée, que c'est une allergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, associée à des allergènes fragiles, peu sévères, parce qu'on peut être allergique à des fruits avec des réactions sévères. Par exemple, des allergies aux pêches, des allergies aux pommes qui induisent des anaphylaxies tout à fait authentiques. Et là, c'est plus l'allergie croisée, c'est une autre protéine qui est impliquée. Donc, il faut avoir ce diagnostic de certitude. Une fois qu'on a le diagnostic de certitude, eh ben, on peut faire des protocoles où on montre comment consommer progressivement et régulièrement des aliments qui vous posent problème. En fait, en principe, c'est la pomme parce que c'est la seule qu'on va pouvoir avoir toute l'année à disposition pour diminuer ces symptômes. Et puis, la deuxième partie de la question, j'ai déjà oublié. C'était sur les effets secondaires qui Ah peuvent oui. être attendus. Ouais, donc, évidemment, on donne une substance à laquelle on est allergique. Donc, dans la forme sous-cutanée, on fait vraiment une montée de dose très progressive avec des injections de l'allergène qui sont répétées chaque semaine avec des doses très très faibles au début, puis on augmente gentiment les doses jusqu'à avoir une dose d'entretien après 3 mois, puis ensuite une fois par mois on continue ces doses d'entretien. Dans ces injections, dans ces traitements sous-cutanés, il y a un risque non négligeable qui existe, qui arrive, de réaction locale ou de réaction généralisée. C'est pour ça que c'est donc une anaphylaxie, une réaction allergique parfois sévère. Et c'est pour ça que ces désensibilisations sont toujours faites dans un cabinet médical avec 30 minutes d'attente au cabinet, parce que plus la réaction est précoce après le traitement, plus elle a des chances d'être sévère. Après 30 minutes, les gens peuvent rentrer chez eux et s'il y a un peu de réaction qui se passe, en général, c'est moins grave. Quant aux désensibilisations sublinguales, donc les comprimés, le risque de réaction généralisée est beaucoup moins important. Là, on a plutôt des réactions locales parce qu'en fait, on a des grandes quantités de pollen auxquelles on est allergique toujours sous la langue. Et ben, ça peut faire une irritation sur la langue, ça peut faire une irritation au niveau de l'œsophage. Donc en fait, on a quelques moyens pour essayer d'éviter ça. Mais dans la grande majorité des cas, c'est bien supporté. Et puis l'efficacité, ben, elle est disons, elle se voit déjà en principe après la première année. En fait, l'efficacité augmente avec le temps
et elle est maximale après les 3 ans de traitement, avec en général une persistance de l'efficacité des années après l'arrêt du traitement. On parle d'une dizaine d'années, en tout cas pour les sous-cutanés. Pour les sublinguales, c'est plus récent, on a un petit peu moins d'expérience, mais les études montrent quand même qu'il y a au moins 5 ans de persistance des symptômes. Et puis aussi avec le temps, les symptômes diminuent. Donc en fait, on rejoint gentiment les courbes des symptômes plus tard. Merci beaucoup. Tu viens de parler justement de la durée de l'immunothérapie spécifique et puis on peut directement enchaîner avec la question suivante qui est justement combien de temps ce traitement dure? Tu as parlé de 3 ans. Et puis à partir de combien de temps on peut espérer voir un effet? Oui, donc là, je vais dire, en fait, c'est 3 ans pour toutes ces désensibilisations au pollen. Il y a plusieurs formes de désensibilisation. Il y a des désensibilisations préco-saisonnières, etc. Mais disons, on préconise les désensibilisations qui ont fait le plus objet d'études et pour lesquelles on a le plus de données, c'est des désensibilisations pérannuelles d'une durée de 3 ans. Et donc l'efficacité débute vraiment à partir de la première année, où la plupart des gens ressentent moins les symptômes en fait en lien avec les pollens. Maintenant, c'est vrai que toutes les études qui sont faites avec les symptômes de rhinite allergique sont compliquées par le fait que d'une année à l'autre, il y a des variations de pollen, il y a des variations de météo, etc. Et c'est des fois pas toujours facile de comparer une année à l'autre. Donc voilà, il faut prendre en compte le fait que les saisons ne sont pas toutes les mêmes, mais en principe, dès la première année, ça va mieux. D'accord. Question suivante qui touche toujours à la désensibilisation. Est-ce que c'est possible que quelqu'un soit trop fortement allergique et que dans ce cas, on déconseille une désensibilisation? C'est une question à ce sujet. Alors, disons, auparavant, on disait, vous êtes allergique à tout, ou vous avez trop d'allergies, on va pas vous proposer une désensibilisation, ça sert à rien. En fait, c'est comme si ça marche pas parce qu'il y a trop de sensibilisation. Maintenant, on comprend en fait que les patients qui ont des tests cutanés positifs pour quasiment tous les pollens, en fait, sont sensibilisés et ont une possible allergie à pas à cette protéine PR10, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à des panallergènes, à des protéines qui sont présents dans tous les végétaux. Et les symptômes qui sont, disons, liés à cette sensibilisation sont un peu moins clairs. Ils peuvent un peu persister toute l'année, fluctuer un petit peu plus avec la saison. Et surtout, on sait maintenant que quand il y a ces sensibilisations aux panallergènes, la désensibilisation fonctionne moins bien. Donc, on teste ça avant de débiter une désensibilisation. On regarde si les patients ont une sensibilisation à beaucoup de différents pollens, si c'est dû à une allergie ou une sensibilisation à un panallergène qui est présent partout, ou bien si c'est vraiment une sensibilisation à l'allergène majeur du bouleau, à l'allergène majeur du graminé, par exemple. Et dans ce cas-là, on n'a pas tellement de raisons de contre-indiquer parce que c'est trop fort ou parce qu'il y a trop d'allergies. Au contraire, ça devrait aider. Maintenant, en particulier avec les sensibilisations sublinguales. Maintenant, c'est vrai que les patients qui ont débuté une désensibilisation sous-cutanée et puis qui présentent des effets secondaires avec des réactions anaphylactiques, des réactions sévères sur les injections, là, on arrête. On ne va pas, disons, prendre de risques de continuer des désensibilisations quand les gens montrent qu'ils sont capables de faire des grosses réactions sur la désensibilisation. Là, on peut éventuellement proposer, dans ces cas-là, des désensibilisations sublinguales. Mais le fait d'avoir des symptômes forts d'allergie n'est pas une contre-indication à les sensibilisations. Au contraire, on cherche tous les moyens pour essayer d'améliorer les symptômes et la désensibilisation fait partie de ces différents moyens. Et puis, les 2 méthodes, dont tu as parlé, est-ce que les résultats sont équivalents en Oui, termes de je pense réduction des que, ah oui, a symptômes priori, disons, les résultats semblent équivalents ou très proches. Il y a un facteur, disons, à prendre en compte, c'est que quand on fait des injections une fois par mois, on fait une injection une fois par mois. Quand on va prendre un comprimé à la maison,
c'est plus facile d'oublier le comprimé. Donc, a priori, quand le traitement est pris extrêmement régulièrement, et c'est un comprimé sublingual tous les jours pendant 3 ans, ben, s'il est pris tout à fait régulièrement, ou en tout cas le mieux possible, ça a l'air de fonctionner la même chose que les désensibilisations sous-cutanées, ou de manière similaire, on va dire. D'accord. Et puis la mise en place des premiers résultats, c'est aussi la même chose par rapport aux 2 méthodes, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Ça c'est la même chose. pas de Le différence. début du traitement, pour les traitements sous-cutanés, on préfère les débuter avant la période de pollinisation. Ça veut dire quelques mois avant la période de pollinisation, pour être prêt avec les doses d'entretien au moment de la période de pollinisation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas monter les doses alors que les pollens arrivent. Alors typiquement, par exemple, pour les désensibilisations au pollen de bouleau, ben, on va commencer en septembre-octobre, puisqu'il faut à peu près 3 mois pour monter les doses, et puis pour arriver au taux d'entretien au moment où les pollens commencent, c'est-à-dire en janvier-février pour ce qui concerne l'aulne et le noisetier, puis on commence en janvier pour mars-avril, pour ce qui est, enfin pour mai-juin, on peut commencer même un peu plus tard, en février-mars, pour les graminées. Par contre, pour les sublinguales, on a tendance à de plus en plus les commencer un peu quand on veut, et puis les poursuivre pour 3 ans. D'accord. Est-ce que si on n'a pas de chance et que ça ne fonctionne pas bien, une première fois, on peut refaire une désensibilisation après plusieurs années? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Oui, il y a des patients qui bénéficient de plusieurs désensibilisations. Disons, la raison la plus fréquente, c'est un retour des symptômes, on va dire. Ce sont des gens qui ont comme enfant une désensibilisation qui a bien fonctionné puis ils ont commencé ça très tôt, puis pendant, je sais pas, une dizaine d'années, ça va mieux, puis les symptômes réapparaissent, parfois pas forcément les mêmes pollens, et dans ce cas, ben, on reprend une désensibilisation qui a aussi toutes les chances de réussir. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des patients qui répondent mal et qui ne sont que très peu améliorés par la désensibilisation, et ça, on en voit. Alors, on ne comprend pas toujours pourquoi, puisque chez certains de ces patients que je peux avoir en tête, on a l'impression d'avoir, disons, pas des conditions idéales avec des allergies à l'allergène majeur, un traitement qui est bien conduit, qui est pris régulièrement, qui est injecté régulièrement dans le cas des injections sous-cutanées, et puis très très peu d'efficacité. Donc ça arrive, mais dans la majorité des cas, ça marche. C'est déjà bon à savoir. Mmh. Alors, on a encore une question au sujet, cette fois, de la prise d'antihistaminiques. Quand ces antihistaminiques ne fonctionnent pas et puis que la personne concernée dort, il semble que les symptômes se calment. Et la question est la suivante, est-ce que l'état de sommeil pourrait être comparé à un état qu'on obtient par hypnose et qu'en conséquence, on puisse utiliser l'auto-hypnose pour calmer les symptômes? Autrement dit, est-ce que l'hypnose est une méthode qui pourrait, ou l'auto-hypnose qui pourrait fonctionner dans le cadre de symptômes allergiques? Alors, donc l'antihistaminique fait dormir, mais ça, c'est clairement un effet secondaire. Bien sûr pas lié à l'hypnose. Maintenant, c'est clair que plus on est attentif à ces symptômes, plus on se concentre sur ces symptômes, plus on «s'énerve» entre guillemets sur une ribambelle de symptômes qui nous arrivent, et ça, c'est aussi vrai pour l'asthme. Le contrôle par l'hypnose, c'est un moyen, la sophrologie, c'est un autre moyen. Le fait de réussir à calmer sa respiration, à se détendre, etc. En général, on se met aussi dans un endroit calme, on n'est pas sous un arbre en plein vent. Tout ça fait que ça peut atténuer ces symptômes, bien sûr. Par contre, je ne sais pas si ça va modifier l'évolution de la maladie, mais ça permet et ça fait partie des, des manières de prendre en charge une réaction allergique. On doit se calmer, se maîtriser, et puis ben, l'hypnose peut être un moyen effectivement d'arriver à ses fins. Et puis, question un peu similaire, d'autres remèdes plus naturels, comme la gémothérapie, par exemple. Hem, Est-ce qu'il y a des avis là-dessus, des indications? Alors, beaucoup de patients utilisent
de l'homéopathie, de l'acupuncture, aux différentes méthodes. On est toujours ouvert à ça, c'est-à-dire que la médecine complémentaire, elle a son nom, sa signification dans son nom, ça sert à être complémentaire aux soins classiques. Donc c'est clair que il peut y avoir une aide liée à ça. On a des patients qui ont pas bien répondu à ces traitements d'antihistaminiques ou qui ont trop d'effets secondaires et puis qui se sentent mieux après avec l'acupuncture par exemple. Euh, Tout est possible. Par contre, c'est toujours la même chose. On n'a pas vraiment d'études qui prouvent l'efficacité de ces autres médicaments, d'une part. D'autre part, c'est pas mon domaine, donc je ne veux pas trop en parler puisque je ne connais pas bien. Et puis, troisièmement, je pense que le problème de l'allergie, c'est aussi un problème de l'allergie au pollen, c'est aussi un problème qui est difficile à évaluer par ce biais parce que on peut facilement dire ah j'ai fait ce traitement cette année, ça va très bien, puis effectivement ça va très bien. Et est-ce que c'est lié au traitement ou lié à une saison pollinique différente? C'est pas toujours facile à dire et c'est pas forcément le taux de pollen qui est associé à des symptômes très importants pour tout le monde. Ça veut dire qu'on peut avoir une année avec beaucoup de symptômes alors que les pollens sont plutôt pas très importants, puis l'année suivante les pollens sont très importants et puis on a assez peu de symptômes. Donc, disons, il faut prendre en compte le fait que c'est aussi une maladie qui varie avec le temps c'est difficile de faire des liens de causalité, de certitude en fait pour tous les traitements complémentaires ou non complémentaires. Et d'ailleurs, on a toujours l'impression quand on donne des antihistaminiques ou qu'on fait des sensibilisations à nos patients que l'efficacité est plus grande que ce qu'on retrouve après dans les études. Et quand on moyenne en fait sur toute la population qui suit le traitement, l'efficacité semble moins importante que ce qu'on voit dans la vie réelle auprès des patients qu'on sélectionne pour une désensibilisation, par exemple. Voilà comment je Et pourrais donc, la répondre, réponse peut être étendue à d'autres méthodes complémentaires comme la biorésonance, etc. que je ne connais pas. Alors, peut-être pour revenir aux médicaments, est-ce qu'il existe des contre-indications ou des risques pour la santé si l'on doit prendre des antihistaminiques de manière régulière sur plusieurs années? Et puis peut-être même question au niveau des corticostéroïdes locaux. Est-ce qu'il y a un risque ou des situations où ça pourrait poser problème? Alors, en ce qui concerne les antihistaminiques, avec les antihistaminiques de première génération qui ne sont plus sur le marché, il y avait des risques. C'est-à-dire que ces médicaments avaient un impact sur le rythme cardiaque et ils pouvaient induire, si on en prenait trop ou à des doses trop importantes, des problèmes rythmiques, par exemple. Les générations suivantes de médicaments, dont il y en a encore certains sur le marché, induisent une fatigue très importante. Donc, ils sont même utilisés en fait pour dormir, plus que pour l'effet antihistaminique. Donc en fait, ça veut dire qu'ils marchent bien comme antihistaminiques, ils sont pas dangereux en soi, mais quand on les prend, on peut pas conduire et puis on va être très fatigué le matin. Et puis les dernières générations ont très peu d'effets secondaires de ce type, avec tout autant d'efficacité sur le plan de la prise en charge de l'allergie. Et ces derniers médicaments-là, on leur connaît vraiment très peu de risques. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut les prendre pendant la grossesse, on peut les prendre durant l'allaitement. D'ailleurs, on dit même qu'il faut bien poursuivre les traitements de l'allergie, en particulier s'il y a de l'asthme pendant une grossesse, parce que c'est pire pour l'enfant d'être mal oxygéné parce que la maman respire mal que d'avoir des traitements qui en fait sont assez peu, pas problématiques. Concernant les antihistaminiques, les doses qu'on prescrit d'ailleurs sont souvent supérieures aux doses qui sont indiquées sur la boîte, 1 comprimé par jour, etc. On utilise des fois jusqu'à 4 comprimés par jour, pas forcément pour l'allergie de type rhume des foins, mais on peut monter les doses si c'est nécessaire. Il n'y a pas de problème avec ça pour les dernières générations. Et on va jusqu'à 4 comprimés par jour, par exemple pour des problèmes d'urticaire chronique, pour d'autres problèmes de ce type. Et puis en ce qui concerne les corticostéroïdes, d'ailleurs comme les antihistaminiques, le moins c'est le mieux, mais quand les antihistaminiques ne suffisent pas, les corticostéroïdes inhalés sont vraiment le médicament qui va permettre de calmer les symptômes et qui sont absolument essentiels d'ailleurs dans la prise en charge de l'asthme. C'est dangereux de prendre des bronchodilatateurs purs sans prendre de stéroïdes topiques, ça a été clairement prouvé.
Et ces corticostéroïdes topiques, on les utilise à la dose minimale efficace. Et puis, l'efficacité, elle est vraiment locale sur la muqueuse. Alors, quand on doit prendre à des cas très particuliers, des doses très, très importantes, il peut avoir un effet général, comme le fait de prendre de la cortisone par la bouche, mais c'est pas du tout, dans la majorité des cas, l'effet est que local. Et donc, les effets secondaires sont des effets secondaires locaux, avec une sécheresse et parfois des saignements du nez, par exemple, dans le cas de la prise des corticoïdes topiques. Les corticoïdes topiques vont avoir nécessitent un certain temps pour être efficaces. Si on prend les antihistaminiques, on a une crise de rhume des foins, on prend un antihistaminique, dans les 20-30 minutes, les effets vont se faire ressentir avec des diminutions de ces symptômes. Les gouttes pour les yeux, en raison de la conjonctivite, aussi très vite ça va marcher. Les stéroïdes, les sprays nasales, les sprays nasaux de corticostéroïdes ne vont pas avoir un effet immédiat comme ça. Ce sont des traitements de fond qui vont commencer leur efficacité déjà un peu le lendemain, mais surtout dans les jours qui suivent. Et puis du coup, c'est vraiment ça qui entretient, on va dire, une diminution des symptômes avec le temps, sur les quelques jours, pendant la période pollinique. Ensuite, on rediminue ces traitements dès que c'est possible. Et puis si on prend, ces antihistaminiques, par exemple, de manière très, très régulière, si on a des allergies à, par exemple, beaucoup de pollen et puis qu'on doit Ouais. vraiment les prendre de manière constante, est-ce qu'il y a un risque de s'habituer et puis que l'effet soit après plus aussi efficace ou que l'effet soit moins marqué ou qu'on perde en efficacité? Alors, il n'y a pas d'accoutumance ou à ma connaissance pour ce type de médicament. Ça veut dire qu'on on doit des fois augmenter les doses parce que les symptômes sont plus forts. Excusez-moi. Et puis, les symptômes peuvent être plus forts parce qu'il y a plus de pollen. Ils peuvent être plus forts parce qu'on est malade. Le fait d'avoir de la fièvre, le fait d'être malade, ça va augmenter un peu les risques d'allergie ou de symptômes allergiques. Mais en principe, le traitement peut être continué à la dose habituelle, augmenter quelques jours, rediminuer la dose habituelle sans qu'on perde de l'efficacité au long cours. En fait, ça bloque le récepteur, donc l'histamine qui est libérée ne va pas faire son effet, et puis le récepteur disparaît pas, ils vont pas non plus augmenter. Quand on arrête de prendre le médicament, le récepteur est de nouveau disponible, et puis l'histamine peut aussi lier. Et puis il y a des patients qui prennent ça toute leur vie en fait, hein, certains patients qui ont certaines formes de maladies qui nécessitent la prise d'antihistaminiques, des fois 2-3 par jour, durant des années et des années, et ça n'est pas associé à des problèmes. Très bien. Donc prendre les médicaments quand ils sont prescrits. Ça marche mieux. Première condition. On va peut-être boucler la boucle avec encore 2 questions sur la désensibilisation qui sont, revenues, et l'une des 2 concerne, la possibilité de se faire désensibiliser de manière simultanée en cas d'allergie au pollen et aux poils de chat. Alors, donc le nombre de traitements qui sont disponibles pour la désensibilisation a tendance à diminuer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en fait, il y avait de multiples préparations pour de multiples types de pollen, multiples types d'allergènes, même, des médecins qui préparaient eux-mêmes, certains produits. Ça, c'est fini, et en fait, ne sont remboursés, parce que ce sont des traitements remboursés, qu'un nombre plus restreint maintenant de traitements, qui sont, disponibles sur le marché. Pour les comprimés, par exemple, il y a les graminées, il y a le bouleau et il y a les acariens, et c'est tout. Pour ce qui est des injections sous-cutanées, eh ben, effectivement, il y a le chat, il y a le chien, il y a les acariens, les graminées, le pollen de bouleau, l'olivier qui porte en fait le frêne en ce qui nous concerne, qui est proche du frêne en ce qui nous concerne. On peut associer les deux. De nombreux allergologues ont un peu plus tendance à discuter disons, à hésiter à faire la désensibilisation au chat pour plusieurs raisons. La première, c'est que le chat, en principe, on peut l'éviter. Le pollen, pas. Et tout ça dans le sens où, en fait, on fait un traitement qui est quand même associé à un certain risque. Et l'allergène du chat est un allergène extrêmement puissant. Et en fait, bien souvent, certaines des réactions
un peu sévères qui ont lieu avec les désensibilisations sont secondaires aux désensibilisations au chat. Et donc, en tout cas, à titre personnel, c'est une désensibilisation que je ne fais pas. Parce que ben, voilà, on doit pouvoir se passer du chat si on en est malade et sans prendre des risques. Et puis voilà, les pollens, on peut pas. Après, il y a toujours des exceptions. Disons ça, c'est un petit peu la généralité. Et mais bon, ça existe effectivement. Merci. Et puis la seconde question encore sur la désensibilisation, c'est est-ce que si on observe encore des réactions cutanées après chaque injection, même au bout des 3 ans, on peut quand même espérer un effet? Ou est-ce que ces réactions sont un signe que l'immunothérapie n'a pas fonctionné ou pas fonctionné correctement? Non, on peut avoir en fait des réactions locales, de moyenne ou de petite importance tout le long en fait de la désensibilisation. C'est pas ça qui va dire si ça fonctionnait ou pas. C'est clair que s'il y a plus rien du tout, on a tendance à se dire: «Bon, ben, peut-être quand même que ça, enfin voilà, le système a fonctionné». Mais c'est pas du tout, disons, enfin, ça arrive assez fréquemment qu'on voie toujours un petit peu des réactions avec le temps. C'est vraiment la réaction à l'exposition des pollens qui dit si on est mieux ou pas et si on est, si le traitement a fonctionné. Donc en gros, en principe, ça veut dire peut-être, encore des symptômes, mais plus besoin, de rester à la maison, plus besoin de prendre, les antihistaminiques, les stéroïdes topiques, pendant la période de pic de pollen ou que quelques jours à la place, de toute une saison. Voilà, c'est un petit peu ça, on diminue les symptômes, on diminue les problèmes en fait, ressentis avec le pollen. Merci beaucoup. Hem, Étant donné l'heure, je pense qu'on va arriver gentiment au terme de ce webinaire. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je vous propose ou je vous invite à utiliser l'infoline. Vous avez le numéro de téléphone à disposition sur nos brochures. Vous le trouvez aussi, sur notre site internet et puis on répond volontiers, directement à vos questions, hem, par mail, par téléphone, selon ce qui vous est le plus utile et le plus agréable. Voilà. Lionel, je te transmets encore, on a dans le chat des remerciements qui arrivent pour des informations intéressantes et utiles que tu nous as partagées. Je me joins aussi à ça. Merci beaucoup d'avoir pris le Et temps de nous partager toutes ces informations qui, j'espère, seront utiles et qui pourront servir à toutes les personnes qui ont participé. Et puis, je te laisse volontiers le mot de la fin. Est-ce que tu as une recommandation encore ou quelque chose à transmettre aux personnes qui nous écoutent? disons juste, merci pour, l'invitation, merci pour les questions intéressantes, et puis pour, voilà, la discussion que ça a amené. Je crois qu'on peut conclure là. Bon, Très bien. merci. Merci beaucoup et une bonne soirée à tout le monde. Merci, pareillement.